La batterie lithium-ion existe depuis 30 ans et on est sur une évolution progressive des composants, une adaptation des composants aux besoins du marché, avec des progrès qui sont encore possibles. Bonjour Sébastien Patou. Bonjour. Vous êtes chef du service des technologies batteries au CEA et vous travaillez sur, on pourrait appeler ça les batteries du futur. Qu'est-ce qui va changer dans les systèmes de batteries? Est-ce que il y a des révolutions, des évolutions et des révolutions qui se préparent véritablement? Il y a des évolutions. Il y a rarement des révolutions en sciences et en particulier sur les batteries. Ce qui se passe vraiment, c'est le marché qui croît de façon très importante et qui va finalement amener à beaucoup de recherches en amont pour des pistes à plus long terme. Alors, on travaille à plusieurs échelles de temps. On travaille tout d'abord à l'échelle court terme en lien avec les gigafactories, des sociétés qui vont industrialiser des accumulateurs et des batteries. Et on travaille, nous, au CEA, aussi sur des programmes plus long terme pour les générations que l'on appelle batteries tout solides et aussi pour des générations qui vont au-delà, qui vont s'inscrire dans une plus faible empreinte environnementale parce que l'on comprend très bien que lorsque vous avez besoin de quantités extrêmement importantes de batteries, vous avez besoin de quantités extrêmement importantes de matériaux et que les matériaux, pour certains, sont sensibles, critiques. Donc, il faut penser à en utiliser moins, voire à les éviter. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on travaille pour le long terme. Alors, est-ce qu'on peut parler tout d'abord des fameuses batteries solides? Pouvez-vous nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit et où est-ce qu'on en est? Alors, les batteries solides sont une évolution des technologies lithium-ion classiques dans lesquelles on a un électrolyte qui est liquide. C'est un liquide qui va transporter les ions lithium d'une électrode à l'autre. Dans le solide, ce transport est beaucoup plus difficile. Par contre, l'électrolyte solide apporte une certaine stabilité et sécurité et va permettre d'utiliser des composants tels que le lithium métal qui vont permettre d'aboutir à des densités d'énergie plus importantes et donc avoir plus de kilomètres d'autonomie pour votre véhicule électrique. Donc vous comprenez qu'on a un intérêt technique, mais aussi des verrous à passer pour améliorer la conduction, la conductivité, le transport des ions et pour pouvoir avoir une batterie fonctionnelle. Et donc, le travail se situe à ce niveau-là. Les verrous en question, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça bloque encore? Alors, je ne vais pas tout redécrire le comment on fabrique un accumulateur, mais il est beaucoup plus facile d'implémenter un liquide qui va baigner l'ensemble de la matière dans l'accumulateur. Le liquide va rentrer en contact avec toute la matière. Lorsque vous avez un électrolyte solide, vous avez une matière qui est figée. Vous avez une électrode positive, une électrode négative et un électrolyte solide entre les deux. Et donc, la gestion finalement des interfaces, comment on va implémenter l'ensemble, fait l'objet de travaux du moment. C'est-à-dire qu'on va vouloir diminuer les résistances et pouvoir avoir une bonne conductivité. Et donc, ça va passer, si je dis un mot finalement, c'est comment implémenter un électrolyte solide. C'est l'implémentation, la mise en forme pour faire un accumulateur fonctionnel qui aujourd'hui est le verrou. On arrive déjà à faire des choses, mais on ne sait pas encore directement applicable industriellement. Et c'est pour ça qu'il y a un laps de temps entre ce qu'il va y avoir dans la Gigafactory aujourd'hui, ce qui commence à sortir dans nos Gigafactories en France et en Europe, et ce qu'ils pourront implémenter dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans, à grande échelle. Voilà. Donc le solide arrivera dans quelques années, mais sur des marchés de niche dans un premier temps sans doute, et pas tout de suite, va pas remplacer les lignes de fabrication du moment. Et à terme, ce sera dans les véhicules notamment, etc. Alors, en partie, il y aura sans doute une partie, peut-être pour les véhicules premium, un apport de l'électrolyte solide et avec des densités d'énergie plus importantes, une autonomie plus importante. La proportion en part de marché, je ne la connais pas, on ne le sait pas encore. Ce qui prend beaucoup d'ampleur, et ça sera sur le second temps. En tout cas, c'est l'échelle que je vous disais après, mais qui commence dès maintenant avec des matériaux déjà empreintes. Aujourd'hui, dans une batterie, vous avez du nickel, du cobalt, du manganèse. On ne parlait plus du tout en Europe des matériaux à base de fer. Le phosphate de fer revient dans les roadmaps au niveau mondial. On va voir comment ça arrive en Europe et en France. C'est une solution qui est assez conventionnelle, que l'on connaît bien, qui apporte moins d'énergie, mais malgré tout, qui permet de baisser les coûts
Et on voit que cet axe, finalement, donc, qui n'est plus tout à fait l'axe énergie, c'est l'axe finalement coût et empreinte environnementale, qui est finalement qui prend de l'ampleur au niveau mondial. Et derrière ce matériau à base de fer, qui est un exemple, l'exemple que l'on connaît bien, mais il y a toute une... On peut aller sur des batteries sodium-ion, potassium-ion, des batteries toutes organiques issues de la biomasse, par exemple. Ça s'inscrit sur du plus long terme et on n'est plus forcément en augmentation de l'autonomie, des densités d'énergie, mais vraiment une baisse de l'empreinte environnementale et une baisse des coûts. Et donc, on a les deux qui finalement, aujourd'hui, qui commencent à se côtoyer. Je ne sais pas du tout de quoi sera fait l'avenir et comment ça prendra en France, en Europe et dans le monde, avec sans doute, géographiquement, des orientations différentes entre l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe. Voilà. Mais pour répondre à la question, il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour toutes les technologies. Ça va véritablement changer la face notamment de la mobilité, selon vous, cette évolution des batteries? Alors aujourd'hui, on voit bien que si on est constructeur automobile, il faut modifier toutes ces usines finalement pour pouvoir adresser le véhicule électrique. Les métiers sont différents et je ne parle pas que de la batterie, je parle de tous les auxiliaires, tout ce qui est autour, le moteur. Donc oui, ça change drastiquement les choses. Ça, c'est d'un point de vue automobile. Et puis nous, les gens qui viennent de la batterie, ça change drastiquement dans le sens où les demandes, elles ont plus rien à voir à ce qu'elles étaient pour le téléphone et l'ordinateur portable. On voit bien là, on a une attente très très importante du citoyen, du grand public, beaucoup plus que lorsque c'était pour alimenter finalement de l'électronique portable. Et les volumes sont beaucoup plus importants. Donc les changements, ils sont à ce niveau-là. En termes de chimie, en termes de chimie, depuis 30 ans, la batterie lithium-ion existe depuis 30 ans et on est sur une évolution progressive des composants, une adaptation des composants aux besoins du marché, avec des progrès qui sont encore possibles. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses par rapport aux batteries lithium-ion qu'on connaît aujourd'hui, quoi? C'est ça, surtout. Alors, pour une batterie, c'est une boîte noire pour l'usager. Donc, ce qu'on va attendre, c'est de l'autonomie, c'est durée de vie satisfaisante. Donc, aujourd'hui, typiquement, la durée de vie des batteries a beaucoup progressé ces 10 dernières années et permet aujourd'hui, c'est ce qui est d'ailleurs permis aujourd'hui, d'adresser l'automobile. Quand vous avez une batterie qui fait 200, 300, 400 cycles, comme pour l'ordinateur portable ou le téléphone, que vous changez tous les 2 ans sans souci, à moindre coût, c'est pas viable pour l'automobile. On ne peut pas changer un véhicule tous les 2 ans. En tout cas, la durée de vie d'un véhicule, c'est plus de 2 ans. Donc la durée de vie a progressé, a permis d'adresser le marché automobile. Maintenant, pour vous, utilisateurs au quotidien, à part ça ne change pas grand-chose. On a fait progresser la densité d'énergie, la charge rapide également, la décharge rapide, donc ça progresse. Vous n'allez pas sentir la révolution, c'est pour ça que je n'aimais pas ce terme-là tout à l'heure, instantanément quand vous l'utilisez. Le but, c'est que ce soit le plus neutre possible pour l'usager. Mmh. La batterie, elle va rester une boîte noire pour l'usager. Ouais, alors pour l'usager, oui, mais après, il y a, vous le disiez, vous l'avez évoqué, l'aspect environnemental. Le bénéfice au niveau environnemental, oui. Qu'est-ce que ça va être? Parce qu'on sait que la fabrication des batteries aujourd'hui est un très fort impact environnemental. Est-ce que véritablement, ça va s'améliorer à ce niveau-là? Alors, la batterie aujourd'hui a un fort impact environnemental, oui. Maintenant, dans sa durée de vie, si on prend la batterie dans le véhicule, c'est quand même plus intéressant qu'un véhicule thermique à partir du moment où vous allez rouler suffisamment. Le suffisamment, il dépend de l'origine de la fabrication de la batterie et de l'endroit où vous allez recharger. Est-ce que vous rechargez avec du nucléaire? Est-ce que vous rechargez avec du charbon? Donc tout ça, il à prendre en compte. Globalement, si on prend la situation de la France et de l'Europe en général, mais en particulier de la France, vous roulez de l'ordre de 50 000 km, c'est un ordre de grandeur, et vous avez finalement votre bilan qui est équilibré par rapport au véhicule thermique, et tout ce que vous allez rouler en plus, les 50 000 km, va être en faveur de la batterie. Donc vous allez baisser l'empreinte environnementale du véhicule au global. Donc ça, c'est la situation déjà d'aujourd'hui. Demain, avec des matériaux moins critiques, moins sensibles, moins de cobalt, moins nickel. Donc, on va encore améliorer l'empreinte environnementale qui va aller au-delà du CO2, qui va être sur l'eau utilisée pour la fabrication, qui va être sur le matériau en eux-mêmes pour les extraire, donc l'énergie associée. Et donc, idéalement, on va encore diminuer cette empreinte. Donc, on est déjà aujourd'hui sur un bilan qui est positif par rapport au thermique, contrairement à ce qui peut être dit dans certains articles ou parfois. Mais il est connu et reconnu que le bilan est positif. Pas en sortie d'usine, mais après un certain nombre de kilomètres d'usage. Et donc demain, ça va encore diminuer. On va encore diminuer cette empreinte
CO2, empreinte hydrique et tout ce qui emprunte matériaux. Et alors, si on se projette encore plus loin, vraiment le futur de la batterie, ce sera quoi, Sébastien Patou ? Alors, on peut imaginer des batteries sans lithium, avec du sodium, batterie à base de sodium. Donc, c'est le ion sodium qui va faire des allers-retours entre les électrons négatifs et positifs et qui va générer le courant. Après-demain, on peut imaginer des batteries au potassium. Alors, je cite le sodium et le potassium parce que le fonctionnement est similaire à du lithium-ion. On a à peu près les mêmes façons de fabriquer un accumulateur et de fabriquer des matériaux. C'est pas tout à fait les mêmes matériaux, c'est tout. Mais on va s'affranchir d'un matériau critique. Et puis, peut-être, après-demain, on pourra s'affranchir de tous les matériaux, de tous les métaux. On a parlé de cobalt, nickel, manganèse, j'ai parlé de fer, qui est nettement mieux, mais on peut encore aller en deçà et avoir des matériaux organiques, peut-être même issus de la biomasse, issus du maïs, issus de je ne sais quoi dans le sous-sol, qui soient complètement éco-friendly, qui se régénèrent, et d'aller dans des batteries finalement sans empreinte, ou à une très faible empreinte. L'empreinte, ce sera l'empreinte de la fabrication, mais pas l'empreinte d'une extraction de matière dans le sous-sol. Et ça, vous avez vraiment bon espoir d'arriver un jour à ces batteries-là, ou c'est purement théorique ? Alors, la réponse est plutôt positive. Tout va dépendre finalement des concessions qu'on est prêt à faire. Il est clair que c'est une batterie avec une très faible empreinte environnementale issue uniquement de carbone ou de choses qu'on trouve dans le sous-sol. Enfin, quand je dis des carbones, c'est issu de la biomasse, issu de ressources naturelles. On imagine avec du sodium issu du sel de mer. J'extrapole un petit peu, mais l'énergie, elle sera quand même un peu moindre que l'énergie qu'on a aujourd'hui dans une batterie. Et donc, je pense que ce type de batterie peut alimenter tous les véhicules à terme, d'entrée de gamme, milieu de gamme. Pour le premium, il restera des batteries à plus forte empreinte environnementale qui permettront de faire plus de kilomètres, de se charger plus rapidement. Donc, la limite, elle se fera là, mais oui, il y aura, on peut s'attendre à long terme à des batteries de ce type, parce que c'est pas on n'est pas sur des choses utopiques. J'ai mis de côté un certain nombre de choses, de technologies qui ont déjà été regardées. Je citais le lithium-air, par exemple, et je ne rentrerai pas dans le détail. Ça a longtemps été dit comme une alternative au lithium-ion, mais il y a tellement de verrous, et finalement, quand on fait l'équilibre au global, on voit qu'il n'y a pas d'intérêt, a priori, en tout cas aujourd'hui, à ce jour, de l'implémenter. Je cite le sodium-ion, le potassium-ion, les batteries organiques, parce que là, aujourd'hui, on voit bien la densité d'énergie est un peu plus faible. Elle restera sans doute plus faible qu'un bon lithium-ion, mais ça peut apporter un avantage dans la mesure où le critère coût et le critère empreinte environnementale deviennent prépondérants sur le critère densité d'énergie. Mais je pense qu'il y aura plusieurs solutions sur le marché. Alors qu'aujourd'hui, il y a quasiment que du lithium-ion. Alors aujourd'hui, il y a quasiment que du lithium-ion, mais dans le lithium-ion, il y a plusieurs déclinaisons. Je vous ai parlé notamment les deux grandes familles avec les matériaux d'électrodes positives à base de phosphate de fer, le fer, et puis les matériaux d'électrodes positives à base de nickel, cobalt, manganèse, qu'on appelle les NMC. C'est NMC. Donc vous avez ces deux grandes familles, et après, quand vous rentrez dans le détail, il y a encore des déclinaisons à plusieurs niveaux. Mais il y a déjà sur le marché deux grandes familles, et on va voir arriver du tout solide qui seront encore une autre famille. Donc il y a quand même dans le lithium-ion, c'est pas une technologie, c'est un ensemble de technologies, comme le seront le sodium-ion, le potassium-ion, les batteries organiques. On a des ensembles de technologies dans ces grandes familles de chimie. Merci Sébastien Patou, chef du service technologie batterie au CEA.